Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le Festival mondial des arts nègres de Dakar, en 1966, est le lieu à la fois d'une célébration et d'une remise en question de la notion de négritude. Bien qu'Alioune Diop soit responsable de l'organisation du festival, Léopold Sédar Senghor est logiquement omniprésent. Après tout, le festival se déroule dans le pays dont il est le président. Il prononce même le discours d'ouverture du colloque « Fonction et signification de l'art nègre dans la vie du peuple et pour le peuple ». Il est néanmoins appelé, tout comme Aimé Césaire ou encore Jacques Rabé-Monandjar, à défendre le concept de négritude et l'héritage de son travail. Dans cet enregistrement du 28 février 1966, le président Senghor se prête à un jeu de questions-réponses révélateur à propos du volet poétique de la négritude et de sa propre poésie. L'occasion pour l'auditeur ou l'auditrice d'entendre un Senghor au sommet de sa gloire, lisant et dissertant sur son œuvre, dans un enregistrement rare et précieux. Monsieur le Président de la République, vous aimez souvent employer le mot africanité au lieu du mot négritude. Estimez-vous que la négritude est dépassée et qu'il est nécessaire de recourir à un nouveau terme? Est-ce une évolution de concept ou de mot? Si j'emploie plus souvent maintenant qu'autrefois le mot africanité, ce n'est pas à la place de négritude. Africanité et négritude sont deux mots différents, forgés pour désigner deux concepts différents. Le mot négritude a été inventé le premier vers les années 1930-1934 par mon ami le poète martiniquais Aimé Césaire. Depuis, le mot a fait fortune avec son adoption par la plupart des intellectuels nègres de langue française et son approfondissement au cours d'une expérience de 30 ans. La négritude est aux nègres, ce que la civilisation européenne est aux Européens, la civilisation chinoise aux Chinois, la civilisation arabe aux Arabes, etc. Je pourrais continuer très précisément. La négritude est l'ensemble des valeurs de civilisation propres au monde noir. C'est l'ensemble des valeurs de civilisation que peut nous révéler l'analyse des institutions politiques et sociales nègres, des littératures et arts nègres, des techniques et philosophies nègres. Il n'est donc pas question de considérer la négritude comme dépassée, car ce serait nier notre identité ethnique, plus gravement notre identité culturelle. Même ceux qui, par complexe d'infériorité, je le crains, ne veulent pas adopter le mot de négritude, emploient à la place l'expression de personnalité africaine, African personality. Il en est ainsi de plusieurs négro-africains anglophones. Ceux-ci se trompent, car le concept qui définit la personnalité africaine est précisément celui qui est désigné par le mot africanité. L'africanité, c'est l'ensemble des valeurs de civilisation propres au monde africain. L'africanité a deux aspects. Un aspect négro-africain défini par la négritude et un aspect arabo-berbère défini par l'arabisme. Au premier abord, on peut penser qu'il n'y a aucun rapport entre les civilisations arabes et nègres. C'est une erreur. Les Arabes d'Afrique sont différents des Arabes d'Asie. C'est que, chez les Nord-Africains, l'arabisme est un achèvement culturel. Mais biologiquement, les Arabes d'Afrique ont 80% de sang berbère. Or, aussi loin que l'on remonte dans le passé historique, on trouve des berbères blancs, plus ou moins teintés en Afrique du Nord. Ce sont eux qui nous ont donné des écrivains célèbres comme Saint-Augustin ou Ibn Khaldoun. L'africanité est une réalité. Le grand ethnologue allemand Léo Frobenius l'a défini dans son magistral ouvrage intitulé « Histoire de la civilisation africaine », je cite, « Les étoffes ont un drapé plus raide. Les bijoux les plus riches sont sobres. Les armes sont simples et ne s'éloignent pas de leur fonction. Les sculptures ont des lignes âpres et sévères. Rien qui cherche à vous séduire par une expression de douceur enveloppante. Tout comporte un but précis, âpre, sévère, tectonique. » Fin de citation. L'Afrique blanche, elle aussi, participe de ce style. Si vous alliez au musée du Bardo à Tunis, vous penseriez souvent
en regardant les mosaïques au dessin d'un pagne malien. Monsieur le Président, les membres de l'étudiant noir ont été assez influencés par le courant marxiste et surréaliste qu'ils ont employé comme moyen d'expression. Comment avez-vous connu le mouvement surréaliste? En avez-vous subi une influence collective ou individuelle? Dans l'un et l'autre cas, à quelle date et à quel degré s'est fait sentir cette influence? Quelle a été et quelle est votre conception de ce courant politico-littéraire de l'époque? Il est vrai que les membres de l'étudiant noir ont été, dans les années 1930-1934, influencés par les courants marxistes et surréalistes. C'étaient là les courants dominants de l'époque et qui convergeaient. Comme étudiants et comme nègres, nous étions, Césaire le dit, poreux à tous les souffles du monde. Et il était bien qu'il en fût ainsi. Cependant, nous n'avons dans ces années succombé ni au marxisme ni au surréalisme. Essentiellement parce que nous entendions rester nègres. Nous étions convaincus que le marxisme pouvait bien nous aider à trouver notre idéologie, mais que notre idéologie devait être autre, que le surréalisme pouvait nous faire faire le pèlerinage aux sources de la négritude, mais que le style de la négritude devait être notre style et non le style du surréalisme. Personnellement, j'ai été beaucoup plus influencé par le marxisme que par le surréalisme. Sans doute parce que le marxisme m'apportait sur le plan politique une vision du monde que la négritude ne m'apportait pas. J'ai été moins influencé par le surréalisme, qui m'apportait moins, car la philosophie nègre étant une philosophie non précisément surréaliste mais sous-réaliste, j'avais moins besoin de l'apport du surréalisme. Monsieur le Président, il y a fréquemment, sinon toujours, dans vos poèmes, des vers au rythme périodique, contrairement au rythme asymétrique et heurté des vers césariens. Et vous aimez souvent donner des indications rythmiques, comme accompagne pour flûte et balafon. Sont-ce les instruments de musique qui doivent subir ou dicter le rythme? Pouvez-vous nous lire 2 de vos poèmes pour nous fixer sur la variété des rythmes de vos vers? C'est peu à peu que je suis parvenu à trouver un style personnel, un style qui convint à mon tempérament et à mon message. Dès lors, j'ai cherché consciemment un langage et un rythme qui respectent la langue française tout en restant fidèle au génie de la négritude. C'est ainsi que dans mes derniers poèmes, dans Éthiopique par exemple et dans les élégies, mes versets sont faits le plus souvent de vers blancs binaires, c'est-à-dire de vers de 4, 6, 8, 10 ou 12 syllabes. Ce rythme binaire est le plus fréquent en Afrique, encore qu'on y trouve souvent des rythmes trinaires. Mes poèmes doivent être lus comme sont récités les poèmes africains, avec accompagnement d'instruments à percussion. Encore une fois, les instruments à percussion accompagnent. Mes poèmes doivent être lus sur un rythme monotone. Je dis accompagnement, car les instruments doivent souligner et non dicter le rythme du récitant. Les indications rythmiques plutôt mélodiques que j'ai donné en tête de certains de mes poèmes indiquent beaucoup plus une atmosphère mélodique, une tonalité morale que des rythmes. Si vous voulez, elles indiquent l'état d'âme du poème. Je vais donc vous lire 2 fragments de poèmes. Le premier, c'est la fin du poème intitulé « Retour de l'enfant prodigue » paru dans le recueil Éthiopique. Voici la fin. Éléphant de Micelle, entends ma prière pieuse. Donne-moi la science fervente des grands docteurs de Tombouctou. Donne-moi la volonté de Soni Ali, le fils de la bave du lion. C'est un raz de marée à la conquête du continent. Souffle sur moi la sagesse des Keïta. Donne-moi le courage du Guelwaar et Saint-Mérin de force comme d'un Tchédo. Donne-moi de mourir pour la querelle de mon peuple et s'il le faut dans l'odeur de la poudre et du canon. Conserve et enracine dans mon cœur libéré l'amour premier de ce même peuple
Fais de moi ton maître de langue, mais non, nomme-moi son ambassadeur. Soyez bénis, mes pères, qui bénissez l'enfant prodigue. Je veux revoir le gynécée de droite. J'y jouais avec les colombes et avec mes frères, les fils du lion. Ah, de nouveau dormir dans le lit frais de mon enfance. Ah, aborder de nouveau mon sommeil les si chères mains noires et de nouveau le blanc sourire de ma mère. Demain, je reprendrai le chemin de l'Europe, chemin de l'ambassade, dans le regret du pays noir. Fin de citation. Et voici un fragment du poème intitulé Chaka du recueil éthiopique. La faiblesse du cœur est sainte. Ah, tu crois que je ne l'ai pas aimée. Ma négresse blonde d'huile de palme à la taille de plume. Cuisse de loutre en surprise et de neige du Kilimandjaro. Sein de rizières mûres et de collines d'acacia sous le vent d'Est. N'olivet aux bras de boa, aux lèvres de serpent minute. N'olivet aux yeux de constellation, point de besoin de lune, pas de tam-tam. Mais sa voix dans ma tête est le pouls fiévreux de la nuit. Ah, tu crois que je ne l'ai pas aimé. Mais ces longues années, cet écartèlement sur la roue des années, ce carcan qui étranglait toute action, cette longue nuit sans sommeil. Gérée, cavale du Zambèze courante et ruante aux étoiles, rongée d'un mal sans nom comme d'un léopard sur le garrot. Je ne l'aurais pas tué, si moins aimé. Il fallait échapper au doute, à l'ivresse du lait de sa bouche, au tam-tam lancinant de la nuit de mon sang, à mes entrailles de lave fervente, aux mines d'uranium de mon cœur dans les abîmes de ma négritude, à mon amour, à un olivet, pour l'amour de mon peuple noir. Voilà donc, Monsieur le Président, pour la forme. On voit donc que les vers indiquent la tonalité, l'état d'âme du poème, comme vous venez de dire. Dans votre poème Masque nègre, vous avez défini la beauté, définition qui ne manque pas d'évoquer le nom de quelques auteurs comme Gautier ou Baudelaire. Je pense par exemple au poème baudelairien La beauté. Est-ce un poème de jeunesse influencé par des souvenirs de lecture ou s'agit-il effectivement de votre conception de la beauté? Il s'agit d'une conception personnelle de la beauté, mais qui est aussi une conception africaine. Car au temps où je menais une enquête sur la poésie orale sénégalaise, j'ai pu recueillir des textes significatifs sur la conception sénégalaise par temps nègre de la beauté. Selon cette conception, la beauté est essentiellement accord, harmonie et rythme. Pour les classiques européens, vous le savez, l'œuvre d'art et partant la beauté, c'est l'imitation de la nature. Une belle statue, c'est celle qui ressemble le plus à son modèle humain, concret, contingent. Pour le nègre, au contraire, une belle statue est celle qui provoque en lui certaines émotions. J'ai actuellement devant moi, sur mon bureau, une statuette d'Ogon, du Mali naturellement. Elle ne correspond pas du tout à l'image d'une belle femme. Mais cette statue de femme assise est saisissante parce qu'elle est rythmée. Elle est faite de formes oblongues qui se répondent. Ainsi, les cuisses répondent aux seins, les jambes aux bras, les perles des reins aux perles du cou. Pour un Européen, cette statue ne serait pas une statue de femme, mais un ensemble rythmé de formes. Pour parler du masque nègre, ce qui fait sa beauté, ce n'est pas qu'il imite la tête d'un homme ou d'une femme, c'est qu'il est fait d'un ensemble de rythmes qui provoquent en nous la joie ou la tristesse, l'hilarité ou la colère, d'un ensemble de rythmes qui nous ébranlent à la racine de notre être. Ainsi, le masque qui m'a suggéré le poème de ce titre est un masque baoulé, une tête d'homme surmontée de cornes lune. C'est le masque du génie lune, taureau, roi, c'est-à-dire le masque du génie de la fécondité, l'expression concrète d'une force vitale, une idée-force. En somme, une idée-forme ou une force-forme.
La production littéraire négro-africaine est encore peu connue, même des milieux scolaires. Aussi, des difficultés d'explication se présentent-elles souvent, surtout pour des poèmes manquant de date de rédaction ou de publication. Pouvez-vous sur place ou par écrit nous communiquer les dates de vos poèmes? Chaque recueil de mes poèmes porte la date de sa publication par l'éditeur. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous recommande de lire l'ouvrage d'Armand Guibert sur moi. Il est bon cependant de savoir que les poèmes ont généralement été écrits plusieurs années avant leur publication. Ainsi, mon recueil intitulé Chants d'ombre a été écrit entre 1935 et 1942. Le recueil intitulé Hostie noire entre 1940 et 1942 pendant ma captivité. Le recueil intitulé Chants pour Naëd entre 1942 et 1947. Le recueil intitulé Éthiopique entre 1945 et 1954. Dans certains poèmes de votre recueil, il existe toujours du nuage autour de l'idée centrale. Pouvez-vous adapter quelques poèmes comme Lettre à un poète? Bon, il s'agit sans doute d'explications de poèmes. Vous voulez parler d'explications de poèmes. Mon ami Armand Guibert l'a fait avec beaucoup de pertinence dans un ouvrage paru à Présence africaine intitulé Collection Approche Léopold Sédar Senghor. Et dans les nouvelles éditions, on constate souvent que l'auteur s'est corrigé, a remplacé un mot par un autre. Pourquoi tant de rectifications, de variantes d'une édition à une autre? Comme vous le savez, Boileau disait « 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage ». Je crois que pour être un grand écrivain, il faut souvent se corriger. Au demeurant, les écrivains classiques, ceux du XVIIe siècle, se corrigeaient beaucoup, comme le témoignent les éditions successives de leurs œuvres. En général, je commence par écrire mon poème d'un jet. J'écris souvent si vite que je peux à peine me relire. C'est que l'inspiration arrive comme une tornade et il ne faut rien en laisser échapper. Mais ce n'est pas là l'art. L'art est fait de retouches, de corrections, de domination sur soi-même. L'écrivain doit dompter le lion de son cœur et, s'il s'agit d'un nègre, le volcan intérieur de la négritude. Avez-vous conservé vous-même ou quelqu'un d'autre les manuscrits de votre production poétique? Si oui, peut-on y avoir accès? Sans ma femme, je n'aurais sans doute conservé que très peu de manuscrits, mais elle a pris soin de recueillir tout ce que je laisse traîner. C'est ainsi qu'elle m'a donné l'habitude de classer mes manuscrits, en sorte que j'ai pratiquement tous les manuscrits de mes poèmes. Je compte les déposer plus tard à la bibliothèque de l'université de Dakar. Il y a aussi un problème d'enregistrement des poèmes. Avez-vous fait enregistrer ou quelqu'un a-t-il fait enregistrer quelques-uns de vos poèmes? Le récitant est-il un noir? Comment peut-on se procurer ces enregistrements? Comme vous le savez, la radio-télévision française a fait faire un court film sur mon œuvre poétique. Dans ce film, un certain nombre d'artistes noirs et blancs, comme Bachir Touré et Sédar Senghor, récitent des poèmes de moi. Peut-être pourrez-vous vous procurer ce film qui est de Madame Simone Sandra. D'autre part, Georges Aminel avait enregistré sur disque une anthologie de mes poèmes récités par lui. Vous pouvez vous procurer le disque. Enfin, actuellement même, on est en train de tourner un oratorio ballet sur mon poème dramatique intitulé Chaka. Le principal récitant en est le Bachir Touré. D'une façon générale, Noir et Blanc ont tort de réciter mes poèmes à la moderne, c'est-à-dire comme une conversation en prose où l'on dit « Bonjour madame, et depuis quand? Et les enfants ?» On doit réciter mes poèmes comme on récite les poèmes africains sur un ton monotone mais rythmé. Voici par exemple un poème tiré des épîtres à la princesse. Ambassadeur du peuple noir. J'ai compté 12 portes rayonnantes. Ambassadeur du peuple noir, me voici dans la métropole.
J'ai compté 12 portes rayonnantes, dénombré 12 000 étoiles. Ce fut de l'aile haute de mon cheval piaffant. Je t'avais dépêché nombre de cavaliers. Réponse ne m'a pas été rendue. Qu'il se soit embourbé dans les marigots de l'oubli, je ne veux le croire, princesse. Le peuple noir m'attend pour les élections des hauts sièges, l'ouverture des jeux et des fêtes de la moisson, et je dois régler le balai des circoncis. Ce sont là choses graves. Je pense à toi, princesse de Belbord. Je songe au pays du septentrion. Toutes mes nuits sont veilles. De l'autre côté de la mer ont échoué les bruits de leurs querelles intestines. Que leurs puits sont noyés, le bétail abattu, leurs manufactures ruinées et leurs palais. Que le grain fait défaut et des vers comme de Guinée travaillent l'intime des cœurs. Princesse très prudente et princesse très bonne, tes nuits sont-elles veillées sur ta couche? La réponse non dépêchée. Je suis attente dans la nuit. Je n'en finis pas de parler avec mon plus que frère. Et nous devisons de tout charme absent. Nous surveillons l'averse sur la route qui porte la bonne nouvelle. À toi donc, Belbord, ma mission n'est pas d'une lune. Or, nous devisons de tout charme absent. De toi, la précieuse de ton essence qui garde toutes choses parfumées comme un coffret des Indes. De tes yeux de brume et de reine, si clairs les grottes marines au soleil de l'esprit, et tu décoches tes ennemis qui fulgurent comme couteaux de jet. Mais qu'insondables étaient tes yeux calmes à l'abord du barbare rutilant de feu de brousse et de tam-tam. Princesse très belle, repose-t-elle ta prestance cette nuit? Et tes jambes longues frisées d'or blanc et tes lèvres fleurant les forêts de sapin font-elles comme hier flamber têtes et bras des ambassades? Princesse, à toi si ta mémoire est ma mémoire. Mon séjour n'est pas d'un quartier et déjà me poigne le flanc laissant regret du pays noir. On a déjà commencé sous forme de conférences, d'articles, de revues à faire connaître la production littéraire négro-africaine à un large public. Souscrivez-vous à l'opportunité d'un travail de vulgarisation de la négritude? Comme je vous l'ai dit, la négritude est l'ensemble des valeurs de civilisation propres au monde noir. En tant que telle, la négritude est un message des Noirs à leurs frères des autres races. À l'heure où se font, étape par étape, la totalisation et la socialisation de la planète Terre, à l'heure où s'édifie la civilisation de l'universel, il est essentiel que les nègres apportent leur pierre à l'édifice, que les nègres profèrent leur message. C'est pourquoi la négritude comme aspect de l'humanisme doit s'enseigner non seulement dans les universités africaines, mais encore dans toutes les universités du monde. Comme je l'ai dit, à la première rentrée solennelle de l'université de Dakar, la fonction de l'université, c'est d'enseigner l'universum, c'est-à-dire les valeurs communes de la civilisation humaine, de la civilisation de l'universel à laquelle appartiennent les valeurs de la négritude. La négritude est, selon Jean-Paul Sartre, un racisme antiraciste, un complexe rebelle à l'analyse appelé à disparaître. Selon Madame Lagnon, la négritude est une attitude devant la vie, révolte contre le blanc, refus de se laisser assimiler, affirmation de soi, exigence de justice, d'humanité, de dignité du nègre. Fin de citation. Et selon vous-même, Monsieur le Président, la négritude est l'ensemble des valeurs culturelles du monde noir. Que pensez-vous de ces définitions? Tout d'abord, je dois rendre hommage à Jean-Paul Sartre, qui a contribué d'une façon décisive à nous faire avancer dans la connaissance de la négritude, c'est-à-dire dans la connaissance de nous-mêmes. Madame Lagnon, à la suite de Jean-Paul Sartre, a approfondi cette connaissance de la négritude. Mais la définition de Madame Lagnon, comme la définition de Jean-Paul Sartre, insiste trop, à mon avis, sur le caractère historique de la négritude. Selon ces deux professeurs, car Jean-Paul Sartre a été d'abord professeur, l'évolution historique doit,
par intégration à la civilisation de l'universel, faire disparaître la négritude. Je ne partage pas ce point de vue. La négritude est un fait africain et, à ce titre, fils de la géographie, de l'ethnie et de l'histoire. Cependant, pour ces raisons mêmes, tant que l'Afrique restera africaine, tant que l'environnement africain informera l'homme, la négritude sera toujours une réalité. Mais la négritude s'enrichira dialectiquement en s'ouvrant aux influences des autres civilisations et en les influençant par là même à son tour. Elle ne disparaîtra pas, tout au contraire, elle s'affirmera en s'enrichissant. C'était Léopold Sédar Senghor à propos de la négritude et de son œuvre poétique, enregistrée à Dakar le 28 février 1966. Téléchargement et réécoute sur le site de France Culture, à la page des nuits, et sur l'application Radio France.